Mon enfance a été bercée par Le Seigneur des Anneaux, les films de Miyazaki ou encore Pirates des Caraïbes, et assez rapidement, j'ai lu La Guerre de la Faille. Bref, j'ai grandi avec la fantasy et je l'aime profondément. Toutefois, j'ai lu et commencé adulte un certain nombre de sagas du genre, et je les ai toutes abandonnées et revendues, genre à 99%. Pas parce que je me suis lassée du genre, mais parce que tous ces livres sont une éternelle déception. Si vous n'avez pas ce problème, vous ne connaissez pas votre chance, c'est si difficile de devoir faire le deuil, même partiel, de quelque chose qu'on adore. À force de déception et de revente, j'ai décidé de me poser la bonne question. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que la fantaisie m'attire sans jamais ou presque fonctionner ? Le manque d'exigence. La fantaisie se cache derrière ce qui fait sa force principale, un bon univers et une bonne histoire. La plupart du temps, au détriment qu'elle est un livre, un objet littéraire, et qu'elle peut, voire doit, plus que ça au lecteur. On se retrouve donc avec des livres qui sont trop longs, pas vraiment travaillés, sous prétexte que c'est de la fantaisie, c'est de l'aventure, ce doit être long. Trop souvent, on a un livre bancal qui n'a rien d'autre à offrir qu'une bonne histoire mal servie. Le style est souvent inexistant, ou, pire encore, fautif, maladroit. Là encore, la raison en est que c'est du divertissement, ce doit être facile, se lire vite. Mais les deux ne sont pas incompatibles, on peut faire du bon divertissement, on peut faire de la qualité. Et ça ne veut pas dire un style ampoulé ou un auteur qui s'écoute écrire. Non, ça veut dire un style solide et propre. Pendant le montage, j'ai pensé au fait que ce manque d'exigence littéraire se retrouve aussi dans l'absence de rigueur accordée à l'intrigue. Par exemple, dans La Voix des Rois, un personnage que l'auteur nous présente comme intelligent, intègre et efficace doit mener une enquête discrète sur un secret d'État. Et là, le gars se met à discuter du sujet le plus sensible, qui relève de la sécurité de l'État, dans un magasin et en pleine rue, devant tout le monde. Ça peut paraître anodin, mais ça m'a sorti de ma lecture. Cette scène a décrédibilisé le personnage qui était censé être intelligent. D'autant plus que ce genre de maladresse est souvent symptomatique de son auteur, et qu'elle n'est donc jamais un cas isolé. Malheureusement, en fantasy, il n'est pas rare d'avoir des personnages présentés comme intelligents qui soit font preuve d'une naïveté confondante, soit d'immaturité, soit de bêtise pure, ce qui donne lieu à des situations improbables et affligeantes. On peut avoir l'impression que l'auteur n'a pas compris son personnage. Le fait que celui-ci sonne faux désormais déteint aussi sur le récit qui paraît construit de toutes pièces. Le pacte de confiance entre l'auteur et le lecteur est rompu. Il est en effet difficile de reprendre sa lecture après une scène pareille. Dans quel référentiel se positionne le livre ? Croit-on encore le narrateur quand il caractérise un personnage ? Cela affecte nécessairement notre confiance envers l'auteur. Le pire, c'est que j'ai l'impression que ça arrive souvent en fantaisie. Parce que c'est de la littérature divertissante, les gens ne seront pas regardants. Personnellement, je trouve que c'est un manque de respect et de considération pour le lecteur. Ce qui rejoint ma deuxième critique, le manque d'ambition. La fantaisie souffre selon moi d'un manque de réelles propositions. Il y a beaucoup de bonnes idées, de créativité, mais trop souvent les livres de fantaisie n'ont rien à dire. Et je ne parle pas de messages politiques à faire passer ou de morale à plaquer sur le lecteur. Je veux dire que ce qui semble motiver l'écriture du livre est la seule volonté de l'auteur de dévider son imaginaire sur des pages. Mais quel intérêt pour le lecteur ? Quelle proposition est réellement faite à celui-ci ? Un autre divertissement bancal mais créatif ? On ne voit souvent aucune démarche littéraire, philosophique, aucune réflexion politique ou existentielle. Ce n'est pas parce qu'on a une révolution pour faire tomber un despote qu'on a une réflexion politique. Ce n'est pas parce qu'on a une secte instrumentalisée par le pouvoir qu'on a une réflexion sur la religion. Il ne suffit pas à un thème d'être présent pour être travaillé et questionné. Mobiliser, montrer quelque chose ne suffit pas à l'interroger et à réfléchir à ses enjeux. Cela demande beaucoup plus d'efforts qui ne sont souvent ni exigés ni fournis. Pour ma part, je préfère largement une intrigue cliché si la saga est bien écrite et fine dans son propos. Encore une fois, je précise que j'adore la fantaisie et que tout ça me désole. Face à ce constat, il m'a fallu élaborer une liste de critères et développer une technique de chasse pour dénicher les livres de fantaisie qui y correspondraient. Comme la qualité du style est pour moi essentielle, je lis toujours plusieurs extraits en librairie. Je prends systématiquement un temps pour voir si le style est maladroit ou non, et s'il peut m'horripiler. Par exemple, quand je lis une suite de dialogues interminables et plates, je repose le livre, je sais que ce n'est pas la peine. Je suis sans pitié depuis que j'ai décidé de trouver des livres que j'allais aimer, ou plutôt que j'allais juger suffisamment de qualité objectivement pour les juger dignes de mon temps. Je vais mourir un jour, autant ne lire que de bons livres, même s'il est évident que je n'en aimerai pas certains.
Ma deuxième astuce est d'éviter les auteurs qui m'ont déçu. Quand je n'ai pas aimé un livre de fantasy parce que je l'ai jugé médiocre, j'évite d'écouter ou de lire les résumés des autres livres de l'auteur. Parce que comme je l'ai dit, j'adore la fantasy, donc ce type d'histoire me fait toujours envie. Mais j'en ai marre d'être déçue. J'apprends de mes erreurs, j'avance, tant pis. L'auteur n'est pas banni, mais je préfère donner leur chance à d'autres. Et les auteurs de fantasy morts ou vivants, c'est pas ce qui manque. A l'inverse, j'ai décidé de creuser l'œuvre de ceux qui m'ont conquise, et de me constituer un petit réservoir de gens fiables. Tout ça peut paraître radical, mais ça a changé ma vie. Je vais vous parler ici des 3 sagas de fantasy qui, adultes, m'ont rendue heureuse. Tout simplement. Les 2 premières sont très connues, donc je vais passer vite et m'attarder surtout sur la saga à laquelle je pense jour et nuit depuis que je l'ai commencée. Parce qu'au fond, ce qu'on aime dans la fantasy, c'est quand elle nous habite et nous obsède. Si vous aussi vous aimez la fantasy, abonnez-vous et lâchez un petit pouce. La première, c'est Le Trône de Fer de George R.R. Martin. J'en suis au tome 5 et je n'ai pas vu la série, donc pas de spoil. C'est l'histoire d'une lutte pour le pouvoir dans le royaume. Parce que la famille qui le possédait est en exil et que les différents vassaux sur lesquels le pouvoir s'appliquait sont de force égale. Aucun n'a la légitimité pour prendre la suite. On suit d'une part la lutte de ces familles pour le trône et de l'autre le retour de l'héritière légitime. À cela s'ajoute une menace extérieure et mystérieuse. J'ai notamment beaucoup apprécié l'art de la nouvelle dont fait preuve l'auteur. Chaque chapitre est construit comme une nouvelle, avec des rebondissements et une chute plus ou moins forte. Il y a vraiment une grande maîtrise dans la structure de ces chapitres et plus largement dans son livre, surtout jusqu'au tome 3. On sent que tout est pensé, tout est organisé pour que ce soit justement prenant et haletant. Un autre élément qui donne de la densité à la saga, c'est le thème du poids de la génération précédente. Celle-ci irrigue l'intrigue de manière sous-jacente et inexorable. La situation actuelle découle des choix de la génération précédente et tout le monde en paie les conséquences. Ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'on a de vraies intrigues politiques, elles sont intelligentes et bien menées. Trop souvent, en fantasy, on parle de complot politique dès qu'il y a la moindre mauvaise intention cliché. Là, c'est crédible, c'est bien fait, on y croit. Et puis on a une vraie réflexion sur la nature du pouvoir. Elle porte à la fois sur le pouvoir à emprise collective, le pouvoir royal, mais aussi sur le pouvoir personnel, tout ce qui relève de la force, de l'intelligence, etc. L'auteur met en scène les rapports de force entre les différents acteurs. Par ailleurs, il montre qu'un même statut, un même rôle dans la société n'aura pas le même pouvoir en fonction du lieu où il est et du moment dans le temps. Il met en scène le chaos comme redistribution répétée des cartes. Et puis bon, George Martin, c'est quand même l'homme qui sait écrire les rebondissements et les retournements de situation. Tout est logique et pourtant vraiment surprenant. La deuxième, c'est L'Assassin Royal de Robin Hobb. J'en suis au premier tiers de la deuxième époque, et j'ai lu la première. Là, je serai un peu plus nuancée, mais il y a clairement du talent. C'est une saga à la première personne dans laquelle on suit Fitz, que l'on rencontre lorsqu'il a 6 ans, et que l'on suit jusqu'à l'âge adulte. Il s'avère que Fitz est un bâtard de sang royal, et qu'il n'a donc d'autre choix que de devenir l'assassin du roi, son grand-père. On suit son quotidien au château, son apprentissage, et les différentes crises auxquelles doit faire face le royaume. Dans cette série, il y a vraiment un charme qui opère. L'auteur sait créer des personnages profondément attachants. Ils sont réalistes et nous deviennent familiers et chers. Par ailleurs, elle sait très bien écrire la tranche de vie sans que ce soit ennuyeux. Parfois il ne se passe rien, mais on est quand même content d'être là. C'est toujours très bien écrit, et quand on lit cette saga, on y est. Cependant, selon moi, il y a quand même un problème dans la gestion de l'action et dans l'importance donnée à certains personnages un peu lourds. Mais ça n'entache pas suffisamment le reste pour nuire à la qualité globale de la saga. La troisième, c'est Terre-Mère d'Ursula Le Guin. J'ai presque fini le tome 1, et je n'ai pas besoin de l'avoir terminé pour savoir que c'est un très bon livre. J'ai envie de le faire lire à tout le monde, et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Terre-Mère est un archipel dans lequel chaque personne, chaque être vivant et chaque caillou a un deuxième nom dans le langage ancien. Et c'est sur ça que repose la magie, sur le fait de connaître le vrai nom des choses, car cela confère nécessairement un pouvoir sur elles. On suit un jeune garçon jusqu'à ce qu'il devienne un grand sorcier. Ça pourrait vraiment sembler une intrigue banale, mais il y a des surprises. Dans ce premier tome, on sent la filiation qu'il y aura ensuite avec l'Assassin Royal, la Roue du Temps ou encore l'Épouvanteur. Le style est poétique tout en restant très sobre. La poésie se trouve plutôt dans la manière qu'a l'autrice d'évoquer une idée ou une réalité du monde. Elle a une manière singulière de rendre les choses. Elle a une vision, une voix, et plus qu'une autrice, c'est une conteuse. Ursula Le Guin ne se fait pas pour autant narratrice envahissante. Elle ne sature pas le récit. C'est une voix discrète qui nous envoûte et nous emporte. Il en va de même pour l'intrigue et l'univers.
Il y a toujours un petit décalage significatif qui en fait toute la richesse et qui rend l'histoire réellement unique. Il y a une grande compassion qui se ressent dans le livre, celle des personnages les uns pour les autres, et celle de l'autrice pour ses personnages, mais aussi pour le lecteur. Il se dégage de son roman une profonde humanité, alliée à une compréhension fine de la nature des gens, de ce qui se joue en eux, et des relations qui les unissent. L'autre grande force d'Ursula Le Guin, pour moi, c'est que son style et son propos sont toujours simples, mais jamais simplistes. Elle est capable d'évoquer des sentiments complexes de façon brève, précise et juste. Elle n'a pas besoin de développer longuement le passé ou l'attitude d'un personnage. En quelques mots, elle parvient à nous faire comprendre tout ce qui le caractérise et de quel être humain il est le reflet. Il y a d'ailleurs de nombreux passages très touchants, voire déchirants, exprimés en seulement une phrase. En une formule, tout est dit, et on a le cœur brisé. Avec ce livre, Ursula Le Guin fait une proposition littéraire sans que le résultat ne soit jamais exhibé ou hésitant. Tout y est pensé, mesuré, avec justesse et efficacité. Vous l'aurez compris, j'ai désormais une confiance totale en elle. D'ailleurs, le premier tome de cette saga a été pensé pour un public jeune, mais la qualité est telle que cela n'a jamais été un problème pendant ma lecture. La magie a pleinement opéré sur moi. Au fond, n'est-ce pas ça ce que l'on demande à la fantaisie? De parvenir à faire qu'on y croit, et à nous rendre réel même l'imaginaire le plus ambitieux. Et cela, c'est la beauté du genre, mais c'est aussi son défaut, car on a trop tendance à croire que ce pouvoir va de soi, qu'il lui est attaché, inné, alors qu'en réalité, il demande un travail colossal. Je me suis un peu attardée sur Terre-Mère parce que c'est ce qui me fait vibrer en ce moment, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément 1000 fois mieux que l'Assassin Royal ou le Trône de Fer, qui sont d'excellentes sagas. Toutes les trois sont bien écrites et intelligentes. Elles ne traitent pas les lecteurs comme des enfants et ne sont jamais dans la surexplicitation de ce qui se passe ou des choix de chacun. Dans ces trois séries, on sent un respect pour le lecteur à tout point de vue. Elles l'estiment et lui font confiance. Là, c'est le moment où j'ai besoin de votre aide. J'ai dans mon viseur l'Arcane des épées et la Ballade de Pern, mais comme toujours, j'ai une grosse appréhension. Si vous les avez lues, dites-moi si selon vous, elles peuvent correspondre à mes critères de psychorigide. Si vous en avez d'autres en tête, d'ailleurs, je vous en prie, indiquez-les-moi en commentaire. En le faisant, vous m'épargnez sûrement quelques années d'une quête tortueuse. Bref, je vous laisse ici, j'ai une ombre maléfique à combattre. À la prochaine.